C'est clair que le mouvement syndical est en phase avec, je dirais, la majorité de la population. Bien qu'il y a tout un débat sur la question de l'opinion publique. À chaque fois qu'on donne des entrevues aux journalistes, on se fait poser la question, oui, mais le monde ordinaire, la classe moyenne, payer des impôts, est-ce que le mouvement syndical défend des privilèges pour une partie de la classe des travailleurs alors qu'il y a une majorité qui ne bénéficie pas, par exemple, des régimes complémentaires de retraite ou de conditions de travail négociées par les syndicats? C'est vrai que les politiques, donc, du gouvernement libéral actuel prétendent s'appuyer sur une majorité d'électeurs qui auraient donné le mandat de revoir le rôle de l'État social. Nous, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que défendre la classe des travailleurs et des travailleuses, défendre la classe moyenne au Québec, oui, c'est de s'assurer qu'on fait notre travail dans les milieux où on représente des travailleuses et des travailleurs pour répartir la richesse, mais dans la société en général aussi. Et dans ce sens-là, défendre des emplois de qualité, des services publics, ça correspond aux besoins de la population en général. Pour une grande majorité de contribuables qui voient leurs impôts augmenter, leurs taxes municipales augmenter à cause des déficits des villes, des municipalités, je ne pense pas que vous êtes en phase avec eux. Ces gens-là, on le sait, au Canada, les Québécois sont parmi les plus imposés, en fait, en Amérique du Nord. Et moi, ce que j'entends, c'est, oui, c'est certain que pour ceux qui ont ces régimes-là et qui se voient imposer l'obligation de contribuer à 50-50, c'est sûr que les autres sont contents, mais pour les contribuables qui, eux, voient leurs taxes municipales augmenter sans cesse, bien, je pense qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec vous. Merci, Madame. Oui, Madame Martineau. En fait, oui, les syndicats sont en phase avec la population parce que le combat qu'on va mener, ce ne sera pas seulement que notre combat sur les conditions de travail, mais bien sur les conditions de vie de l'ensemble de la société québécoise. Ce que nos parents, mes grands-parents, mon père a défendu. Et en fait, il y a des choix politiques qui se font aujourd'hui, hein? Taxer le service ambulancier, mais pas taxer l'effet, ceux qui polluent l'atmosphère. Je comprends pas. On n'a pas entendu Mme Robillard ou le ministre Coiteux dire on va arrêter notre gaspillage en informatique. Oui, il y en a de l'argent, c'est des choix politiques qu'ils font. Et les choix politiques, c'est vraiment... Pourquoi je n'ai pas entendu, moi, de centraliser nos achats de médicaments? Ça se fait en Ontario et puis on sauve des milliards de dollars. Pourquoi on ne fait pas ça au Québec? C'est des choix politiques. Est-ce que le milieu syndical est déphasé de ses travailleurs? Enfin, je pense qu'on protège des acquis de longue date et on ne s'attarde pas, à mon avis, aux jeunes qui rentrent sur le milieu du travail, qui n'ont pas accès à ce type de conditions de travail. Et en protégeant ces acquis, comme les régimes de retraite, comme la sécurité d'emploi dans la fonction publique, à mon avis, on ignore une strate de la population, des jeunes qui font en sorte qu'aujourd'hui, le mouvement syndicaliste perd de l'appui auprès de ces jeunes-là. Je pense que les questions reliées aux conditions de travail ne sont pas les seuls enjeux. On doit prendre conscience qu'il y a des choses qui intéressent, des problématiques sociétales qu'il faut aussi prendre en compte. Je ne pense pas que la manifestation de samedi contre l'austérité sera limitée à la réunion de syndicalistes uniquement. Je pense pas. Je pense que c'est la population en général qui va se réunir. Dans ma pratique en droit du travail, je ne connais pas un employeur qui souhaite et qui rêve d'avoir un syndicat dans son entreprise, enfin une entreprise non syndiquée. Maintenant, il y a des raisons pour ça, je pense, et les entrepreneurs pourraient vous dire qu'un syndicat dans une entreprise fait en sorte qu'on a un petit peu moins de flexibilité pour faire face aux défis de l'économie d'aujourd'hui. Alors, il n'y a pas une entreprise qui souhaite nécessairement avoir un syndicat. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut constater au Québec? C'est qu'il y a un taux de syndicalisation très élevé. Quel impact que ça peut avoir, ça? Peut-être que c'est des investisseurs étrangers qui regardent ça d'un œil plutôt, disons, intéressé et pourraient faire en sorte de décider d'investir sur un autre territoire que celui dans lequel on est. J'ajouterai par ailleurs que le taux de syndicalisation au Québec est peut-être, à mon avis, un petit peu influencé par le fait que le Code du travail permet une syndicalisation beaucoup plus facile que dans d'autres territoires canadiens, par exemple,
où on a au Québec aucun vote durant le processus d'accréditation pour que les gens se prononcent davantage sur leur volonté réelle de se syndiquer. Les employeurs n'ont pas droit non plus de parole lors d'un processus d'accréditation, ce qui fait en sorte qu'on a un manque de transparence, à mon avis. On se compare en Amérique, c'est vrai, là, aux États-Unis, c'est 11 %, le Mexique 13 %, Canada 26 %. Mais si je le compare aux pays de l'OCDE, l'Irlande 32 %, l'Italie 35 %, la Belgique 50 %, la Norvège 54 %, la Scandinavie, qui va très bien économiquement, c'est aux alentours de 70 %. En fait, les raisons pourquoi, il faut aller chercher pourquoi les raisons au Québec, on a ce taux de syndicalisation-là. Il y a eu beaucoup les années 60 où le secteur public, qui n'avait jamais pu être syndiqué, a finalement, après des luttes, eu le droit de se syndiquer. Il y avait Jean Lesage qui disait qu'on ne négociait pas avec ces sujets. Il y a également un effet culturel. Alors, il y a des études qui démontrent qu'anciennement, au Québec, les anglophones dominaient l'économie et les francophones étaient des ouvriers et des employés de soutien qui ont voulu se syndiquer pour justement prendre part à l'économie et prendre part à la société plus activement. Donc, ils se sont syndiqués pour ne pas être dominés. Oui, c'est vrai que le taux de syndicalisation est plus élevé au Québec. Comme on le voit dans le tableau qui est en haut, le Québec et ça, c'est des documents qui viennent de HRDC, Ressources humaines Canada. Donc, le taux au Québec, 40 %, le plus élevé au Canada. Et si on compare, par exemple, avec nos principaux partenaires, donc l'Ontario, qui est à 28 %, donc on est presque 30 % ou un tiers plus élevé que l'Ontario et c'est encore pire avec l'Alberta. Et même la Colombie-Britannique qui est à 31 %, donc on est beaucoup plus syndiqué que partout au Canada. Deux raisons, d'après moi. Comme on le voit dans la diapositive suivante, et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup plus de... les fonctionnaires sont syndiqués maintenant, et il y a beaucoup plus de fonctionnaires par 1000 habitants au Québec que, par exemple, en Ontario, en Alberta ou en Colombie-Britannique. Alors, ça fait qu'évidemment, on a un plus haut taux de syndicalisation. La diapositive suivante nous montre un petit tableau qui explique quelles sont les principales différences des droits des travailleurs dans certains États. Alors, j'attire votre attention sur la colonne de gauche. L'accréditation démocratique au scrutin secret, ça existe aux États-Unis. Ça existe dans plusieurs pays d'Europe. Ça dépend de chaque pays. Au Canada, ça existe, sauf pour le Québec, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et les entreprises de compétences fédérales. Et il y a aussi la liberté de non-association qui existe aux États-Unis, partout en Europe, en Australie, mais qui n'existe pas au Canada ou au Québec. Et il y a aussi la question de la libre contribution au syndicat qui explique pas vraiment le plus haut taux de syndicalisation. Mais ces trois mécanismes-là c'est tout à fait unique dans le monde occidental. Le Québec est la seule juridiction qui a les 3 X, si on veut, en bas du tableau. C'est un phénomène aussi la syndicalisation au Québec qui est à contre-courant du reste des pays de l'OCDE. Aux États-Unis, le taux a baissé en 30 ans de 22 à 11 %, en Grande-Bretagne de 50 à 26 %, en Australie de 48 à 18 %. Vous parliez de l'Europe. La Suède est en baisse de 85 à 70. Alors donc, il y a seulement le village gaulois qui est un peu à une tendance différente du reste du monde. Ce que ça fait, c'est que d'abord, les syndicats du Québec sont très riches. Ils récoltent, en proportion de la grosseur de l'économie, grâce à la formule RAND, on estime qu'ils récoltent environ 800 millions de dollars en cotisations syndicales au Québec. Alors, on aimerait vous entendre, M. Letourneau, maintenant, oui. Est-ce que vous êtes si riche que ça, la CSN, de ces 800 millions? Vous devez en avoir une bonne partie du magot? Je ne sais pas si on est si riche, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quand j'entends M. Pouliot défendre cette idée-là du droit à la syndicalisation, je voudrais juste lui rappeler qu'une question de droit, c'est pas juste une question idéologique, c'est aussi une question de réglementation, de loi qui permet ou qui va justement faciliter ce droit-là. Parce que pour reprendre l'argument de votre collègue qui disait tantôt, M. Rancourt, qu'il n'y a pas un employeur pour qui il travaille qui veut un syndicat dans son entreprise. Alors, en 2014, là, même si ça existe en théorie, le droit de se syndiquer, il n'y a pas une entreprise qui va vouloir que ses travailleurs soient syndiqués parce qu'il n'y a pas une entreprise qui veut négocier une convention collective pour d'abord répartir davantage de la richesse dans l'entreprise.
Alors ça, là, c'est une règle générale qui s'applique au système économique dans lequel nous vivons. Et si le taux de syndicalisation qui est à 40 % a un bénéfice aujourd'hui encore au Québec, contrairement peut-être à d'autres pays comme les États-Unis, c'est que c'est l'endroit où les inégalités sociales sont le moins élevées. Et la richesse, ça se répartit de deux façons. Ça se répartit par le travail, dans l'entreprise, et ça se répartit dans la société par la mise en place de politiques publiques. Compte tenu que les employeurs sont contre la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs, bien, l'exercice de se syndiquer, encore aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que vous le faites en cachette et en catimini, parce que si l'employeur vous pogne, il vous congédie. D'ailleurs, il y a les lois du travail, les plaintes en 15, on en plaide à tour de bras. Nous, on essaye d'organiser souvent des nouveaux syndicats. Dans l'exemple de Couche-Tard ces dernières années, on a vu même des entreprises, des dépanneurs fermer carrément leurs magasins pour éviter la syndicalisation. Donc, quand on plaide le vote qui existe dans certaines provinces canadiennes et surtout aux États-Unis, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on a introduit un vote secret une fois qu'il y a le dépôt d'une requête en accréditation, c'est que les employeurs s'invitent dans le débat. Hein? Parce qu'une fois que vous déposez majoritaire, là, ici au Québec, on est obligé, avec une ordonnance du ministère du Travail, de reconnaître votre accréditation syndicale. Si vous organisez un vote 3 mois après, qu'est-ce qui va se produire? Le boss va s'inviter dans cette campagne-là, puis il va vous laisser clairement entendre que si vous votez pour le syndicat, c'est soit votre emploi qui est menacé ou encore pire, la vitalité de votre entreprise. Donc, c'est ça la réalité. Pour comparer avec quelques provinces, malheureusement, je ne pourrais pas vous expliquer leur régime juridique qui permettent d'atteindre ces taux-là, mais on a quand même à Terre-Neuve-Labrador 38,9%, Manitoba 36%, Nouveau-Brunswick 35,4%, donc c'est quand même des taux élevés. Oui. À la grandeur du Canada, 31,5% de syndicalisation. Donc, au Québec, le taux de syndicalisation est effectivement élevé, mais il y a des taux ailleurs qui sont pas mal élevés aussi, oui. Dans le reste du Canada. 40%, c'est important, mais ce qui demeure encore plus important, c'est qu'il y a 60% des travailleurs et travailleuses qui ne sont pas syndiqués. Si les conditions de travail sont justes, sont raisonnables, sont équitables par rapport au travail fourni par les travailleurs et les travailleuses, dans ces conditions-là, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'associations de défense des travailleurs, de syndicats. Je n'ai pas dit tout à l'heure que les employeurs étaient contre la syndicalisation. J'ai bien dit qu'il n'y en a pas un qui la souhaite. Okay? Mm-hmm. Deuxièmement, ce qui est important aussi de dire, c'est que quand on dit, si on fait ça en catimini, c'est pour se protéger contre le méchant grand employeur, là, je pense qu'on est un petit peu en dehors de ce qui se passe réellement. Parce que ce qui se fait en catimini et qui se fait sans transparence actuellement, c'est souvent le recrutement syndical. Et c'est cet aspect-là auquel je m'attaque. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas contre la syndicalisation. Je transige quotidiennement avec les syndicats. Il faut comprendre qu'on a des intérêts communs, syndicats et employeurs, à faire en sorte que ça fonctionne. Mais là où j'en ai, c'est que pourquoi qu'on ne fait pas ce débat-là, comme Mme la professeure vient de dire, qu'on ne permet pas à l'employeur de se prononcer sur la syndicalisation lors d'une démarche syndicale. Pourquoi qu'on ne fait pas ça? C'est quoi la crainte que le mouvement syndical a? Parfait, je renvoie la question à M. Letourneau. Mme Martineau. Bien, les gens qui sont bien en entreprise, puis j'en connais, là, ils ne syndiquent pas. C'est ceux où ça va pas bien qui commencent à vouloir se syndiquer. Et c'est faux de dire qu'il n'y a pas un employeur qui veut un syndicat. Et là, je cherche le nom, mais je l'ai lu. Il y a une entreprise suédoise qui a acheté une compagnie aux États-Unis à laquelle on a enlevé le syndicat, puis quand il est arrivé dans la boîte, il a dit « Il est où le syndicat? » Parce que c'est bon aussi pour l'employeur de transiger avec un syndicat et non pas avec 200 employés qui veulent toutes sortes d'affaires disparates. Le syndicat, il sert aussi aux relations de travail. Il sert à les canaliser, également à les négocier centralement pour dire « Moi, j'ai regardé qu'est-ce que veulent mes membres. On a fait des discussions entre nous et voici employeur. » Alors, employeur, au lieu d'avoir 200 demandes, tout azimut, bien, vous allez en avoir 2, 3, puis on va discuter de ça parce qu'on a eu un consensus entre nous. Oui, moi, à un certain point, dans ma carrière, j'ai eu une entreprise de 2800 employés, puis je ne sais pas comment j'aurais fait pour négocier 2800 contrats de travail individuels. Alors, c'est sûr qu'il y a des situations. C'est pas tant la syndicalisation comme telle, je pense que M. Rancourt mentionne, mais c'est qu'est-ce que la convention collective contient. Je vais faire une petite remarque seulement sur
le lien que vous semblez faire entre la présence, la haute syndicalisation au Québec et les inégalités au Québec. Si on regarde l'évolution du coefficient de Gini, le fameux coefficient là, qui établit les inégalités de richesse, en 1976, le coefficient au Québec était d'à peu près 0,29. Et en 2011, il est de 0,29. La présence des syndicats depuis 1976 n'a absolument rien changé dans les supposées inégalités de richesse au Québec. Monsieur Pouliot, Monsieur Letourneau? Ouais. Rapidement, quand on dépose une requête en accréditation, il y a un agent du ministère du Travail qui va s'assurer que la syndicalisation s'est faite en bonne et due forme. En termes clairs, si vous avez forcé du monde à signer une carte pour adhérer, vous pouvez être sûr que l'agent va vous la retrancher dans votre majorité. Donc, c'est un processus qui est extrêmement rigoureux, qui est encadré par le ministère du Travail et qui fait en sorte que les droits et des travailleurs et des employeurs sont garantis. 98% des conventions collectives au Québec sont négociées sans conflit de travail. Il n'y en a pas. Tu demandes à l'employeur, tu demandes au président du syndicat, vous avez réussi à vous entendre? Oui, bien sûr. Et j'ajouterais même plus que ça. Dans le secteur privé, depuis 30 ans, alors que les travailleurs dans le secteur privé ont été malmenés par le contexte de la mondialisation, de l'ouverture des marchés, les syndicats du privé, qu'ils soient à la FTQ, à la CSN ou à la CSD, ont négocié une multitude d'aménagements et d'inconventions collectives pour permettre aux entreprises de traverser les crises économiques. Donc, les syndicats n'ont pas empêché le maintien des emplois, bien au contraire. L'évaluation de ta compétence, tu l'as fait avant d'entrer à l'entreprise. Hein? Tu l'évalues avant qu'il arrive. Donc, si tu l'as embauché, il devrait être compétent. Ensuite, pour le reste, tu dois t'assurer de lui donner de la formation pour qu'il maintienne ses compétences tout au long de sa vie active. Et à quoi ça sert? Parce que là, ce n'est pas l'ancienneté quand tu l'embauches. L'ancienneté, à quoi elle sert? Bon, dans toutes les conventions collectives que j'ai vues, c'est la mise à pied, OK? Le choix de vacances. Puis si c'est à la promotion, il faut que tu aies passé un concours puis que tu aies prouvé tes compétences avant. Alors, quand tu l'utilises à la promotion, c'est à compétence égale, tu vas prendre l'ancienneté. Alors, c'est un faux débat de les opposer. Il arrive quand même des nouvelles choses où on doit se poser des questions, les syndicats. Je vais prendre la conciliation famille, travail, études. Nous, on a un choix de vacances, et puis dans la semaine de relâche, on l'a réfléchi, nous. On va demander, c'est ça la table de négo d'ailleurs, que dans la semaine de relâche, les familles ayant de jeunes enfants, on ne tienne pas compte de l'ancienneté, puis qu'ils aient un droit de vacances avant les plus anciens. On a de l'ouverture, OK? Mais c'est les nouvelles réalités du travail. Alors moi, je trouve que c'est un faux débat. On n'a jamais opposé ancienneté versus compétence. La compétence, c'est avant, puis après ça, c'est l'ancienneté. Merci. Monsieur Rancourt? Alors, c'est une question qui est très facile à répondre. Je pense que la compétence devrait toujours être privilégiée sur le facteur d'ancienneté. Maintenant, deux personnes qui ont la même compétence, ou l'ancienneté qui devrait prévaloir, aucun problème avec ça. Mais dans les conventions collectives actuelles, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'ancienneté est devant la compétence dans la grande majorité de celle-ci. Et quand j'entends dire que l'évaluation de la compétence, elle se fait à l'entrée, je comprends que c'est dans la fonction publique que ça se passe, ça, parce que dans le secteur privé, la compétence, là, elle est évaluée à toutes les années, sinon plus. Alors, l'évaluation de la compétence, puis après ça, ça devient le problème de l'employeur de maintenir ces compétences-là. Je pense que ça ne fonctionne pas tout à fait, là. Moi, je fais partie d'une génération, quand je suis rentré sur le marché du travail, qui était justement confrontée à cette idée-là que l'ancienneté, ça empêchait les jeunes que j'étais à l'époque, là, parce que là, je le suis moins, mais d'avancer ou d'avoir accès à des postes. Moi, je me rappelle, dans mon syndicat, il y avait de nombreux débats, notamment sur les questions de congés, de vacances. Et à un moment donné, on a introduit à la CSN cette idée-là que peut-être qu'il faut essayer, notamment comme Lucie l'a dit tantôt, dans une perspective, par exemple, de conciliation famille-travail, d'éviter que la personne soit obligée de prendre ses vacances entre, je ne sais pas moi, la mi-mai
puis la mi-octobre. Les plus jeunes sont toujours décalés complètement alors que les enfants sont en vacances l'été. Puis essayer de trouver des mécanismes, donc, justement, pour assouplir les affaires. Dans certains cas, ça fonctionne, dans d'autres, ça fonctionne moins. C'est pas simple. En même temps, c'est pas une règle parfaite non plus, l'ancienneté. Il n'y a pas de théorie absolue là-dessus, mais c'est probablement la règle la plus équitable qui permet justement, en fonction du temps passé à l'emploi, d'avoir un certain nombre d'avantages qui sont liés à l'ancienneté que vous occupez ou que vous avez, que ce soit dans l'obtention d'un poste ou, évidemment, quand la question des compétences est en ligne droite. Moi, je suis assez d'accord avec Mme Martineau qu'il ne faut pas les mettre en opposition. La question de la compétence, oui, bien sûr, avant l'embauche. La question de la compétence en emploi, c'est assez toujours fascinant dans le contexte actuel d'entendre le Conseil du patronat du Québec, la Fédération des chambres de commerce réclamer l'abolition du 1 % sur la formation continue pour obliger justement de mettre en place des mécanismes pour que la main-d'œuvre soit capable de maintenir sa compétence parce que le monde du travail évolue. Mais... Quand on regarde dans les stratégies d'entreprise les facteurs d'avancement basés uniquement sur les efforts et les capacités, le Québec se distingue des autres en ayant seulement 35 %. Donc, les autres sont à 50, 60 70 % même. Le Québec est le plus bas à 35 % Et quand on regarde la diapositive suivante, qui sont les facteurs d'avancement basés en partie sur l'ancienneté, pas seulement, OK? Ça, on s'entend, en partie. Et là, encore une fois, on a le Québec, qui est notre village gaulois, qui met ça à 60 % comparé à 30 % pour les autres. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup d'entreprises et, comme vous avez dit, Mme Martineau, M. Letourneau, l'ancienneté, que j'ai eu des entreprises syndiquées ou non syndiquées, l'ancienneté, je m'en suis servi pour les vacances, des trucs comme ça, mais quant à moi, l'ancienneté ne devrait pas être un facteur qui entre en ligne de compte dans la promotion, dans l'avancement dans l'entreprise. Effectivement, la compétence, je pense, c'est important quand on est recruté en tant que travailleur. C'est aussi important pendant l'évolution de la carrière. Ça nous permet d'évoluer, mettons, dans l'échelle salariale, par exemple, ou d'obtenir une promotion à un autre poste. C'est un élément essentiel, à mon sens. C'est une durée d'emploi chez un employeur. En fait, c'est un étalon qui nous permet d'évaluer en fait la progression du travailleur dans l'entreprise. Puis ça donne aussi une idée au travailleur, à la travailleuse, de son avenir au sein de l'entreprise. On sait à peu près à quoi s'attendre quand on calcule son ancienneté. Aussi, c'est une sécurité d'emploi quand on parle de licenciement, évidemment. Quand on parle de promotion, il y a aussi dans certaines entreprises ce qu'on peut appeler des silos qui sont complètement étanches pour les promotions. Ça facilite pas la mobilité interne dans l'entreprise parce que quand vous voulez changer de poste, vous perdez toute l'ancienneté que vous aviez pu acquérir dans un poste précédemment. Donc c'est le cas par exemple de la SAQ, ça fonctionne comme ça. Donc il y a aussi donc cet exemple-là montre que l'ancienneté n'est pas nécessairement bien utilisée, par exemple. Oui. Dans la fonction publique, il y a des évaluations annuelles, il y a des attentes signifiées. 6 mois après, il y a une rencontre, puis avant d'avoir ton avancement d'échelon, il faut que tu aies aussi une rencontre avec ton employeur. Donc, c'est annuel. Vous savez, il faut aussi sortir du Canada, là. Et puis, parce que c'est à ça qu'on nous oppose aussi, hein. Et le fait de mettre de l'ancienneté, c'est de reconnaître que tu as un employé, puis que tu vas l'emmener avec toi dans ton entreprise, tu vas la faire participer, puis tu vas si tu réussis à ce que cette personne-là, si tu l'amènes avec toi, puis tu as assez de leadership comme patron, là, elle va t'en donner. Mais elle va t'en donner, ça n'a aucun bon sens. C'est de la reconnaissance. Il n'y a pas d'employé jetable. Et je dirais même aux employeurs actuellement, moi, je suis à l'époque où on avait de la difficulté à rentrer sur le marché du travail. Bien, les entreprises, là, au Québec, au Canada, là, regardez, là, vous allez avoir de la difficulté à retenir des gens au travail. Alors, il va falloir que les gens, là, les entrepreneurs au Québec, même la fonction publique, toutes, vous prenez soin de votre monde. On s'est aperçu que depuis une vingtaine d'années, là où les entreprises investissent le moins en innovation, en recherche, en développement et en équipement, donc en modernisation de leurs équipements pour augmenter la productivité des entreprises, c'est au Québec que ça se passe.
Donc, quand on réclamait des baisses d'impôts ou de taxes ou de la réduction de la taxe sur la masse salariale, on s'est aperçu que les entreprises y ont mis l'argent dans la poche des actionnaires et non dans les milieux de travail pour augmenter cette productivité. Bien, moi, je voudrais que notre parti, on abolirait la loi du 1 % parce qu'on croit dans la responsabilité personnelle des individus et des entreprises. Ceux qui n'investissent pas dans la formation périront. Mais ceux qui investissent dans la formation, bien, auront des employés qui sont plus compétents, plus productifs, feront plus d'argent. Alors, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il faut avoir cette loi de 1 %-là. Je suis d'accord, c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure au niveau de l'investissement. Oui, l'investissement est un moteur économique important. Plus il y a d'investissement, plus il y a d'innovation, de productivité, tout ça. Et on investit moins, il y a moins d'investissement privé au Québec. La question, c'est de savoir pourquoi. Le travail est intimement lié, ancré dans la société. Pour moi, c'est impossible de dissocier les affaires syndicales d'une entreprise des affaires sociétales. On est obligé de vivre avec ça, puisque c'est intimement lié. Ce serait complètement fou d'ignorer ce qui se passe dans notre société. Alors, effectivement, en ce moment, le climat économique, pour juste dire ça, ou alors l'austérité, comme on l'appelle, eh bien, il faut en tenir compte et il faut tenir des lignes. Les syndicats doivent mener des actions sociales, politiques en ce sens. Il faut se souvenir que tous les gains qu'ont obtenus les travailleurs et les travailleuses, c'est grâce à des luttes ouvrières, à des luttes syndicales. Dans le contexte actuel, plus que jamais, le syndicalisme doit faire de l'action sociopolitique. Parce que, et je partage tout à fait l'opinion de Madame sur le fait que l'action syndicale dans l'entreprise ou dans le milieu de travail ne peut pas être désincarnée du monde dans lequel nous vivons. À plus forte raison dans un contexte de mondialisation puis de globalisation où les enjeux sociétaux dépassent clairement les murs de l'entreprise. Ça fait plusieurs années que le mouvement syndical a même muté vers une action syndicale davantage sociopolitique. Il y a eu des chicanes dans l'histoire de la CSN quand Marcel Pepin proposait le deuxième front. Il y a des syndicats qui sont partis pour dire non, la CSN ne devrait pas faire de sociopolitique, elle devrait se concentrer sur l'entreprise. Ce sont des organisations aujourd'hui qui sont dans les mêmes coalitions que nous et qui font de l'action sociopolitique parce qu'on ne peut pas défendre les intérêts des travailleuses et des travailleurs qui sont, quand ils quittent l'usine, ce que Michel Chartrand expliquait très bien, aussi des citoyens et des citoyennes, et c'est la même personne, ça. Donc, si tu négocies des augmentations de salaire dans l'entreprise, puis tu t'enrichis par le travail, mais qu'à côté, le gouvernement met en place des politiques qui font en sorte que ton pouvoir d'achat sera altéré ou diminué, bien, tu n'es pas plus avancé. Donc, le mouvement syndical doit absolument faire les deux. La question qui se pose, quant à moi, c'est est-ce que les syndicats devraient utiliser les cotisations syndicales forcées pour faire cette action sociopolitique-là? Quant à moi, les membres devraient décider si oui ou non ils veulent financer les syndicats dans cette action sociopolitique. Au niveau de la représentation des travailleurs pour la négociation de la convention collective et l'application de la convention collective, là, il est certain que ça bénéficie, en tout cas, ça s'applique à tout le monde. Les jeunes ou les gens en temps partiel diront peut-être que la convention collective ne leur bénéficie pas à cause des clauses d'ancienneté ou autres, mais en tout cas, elle s'applique à tout le monde. Et à ce moment-là, ça fait du sens qu'on ait une formule RAND qui oblige chaque employé à rembourser le syndicat ou financer le syndicat pour qu'il puisse négocier ces conditions de travail-là. Mais au-delà de ça, est-ce que les membres de la CSN devraient permettre que leurs cotisations syndicales obligatoires servent, par exemple, à louer des autobus pour transporter des étudiants qui vont faire une manifestation sur le boulevard René Lévesque? Moi, je n'ai pas de problème à ce que les syndicats fassent ça, mais il faudrait que ça se fasse avec des cotisations syndicales volontaires. Le mouvement syndical est né pour veiller à la protection de l'ensemble des salariés, non pas seulement des employés syndiqués versus les non-syndiqués. Alors qu'aujourd'hui, j'ai parfois l'impression que l'action politique porte plus sur les acquis que ces syndicats-là, au fil du temps, ont eu et qu'ils ne veulent pas laisser aller. Puis je pense que quand ils s'expriment politiquement, ils ont
une impression de parler pour l'ensemble de la population, alors que dans les faits, je ne suis pas certain qu'ils représentent tant de gens que ça quand ils s'adressent au gouvernement sur ces questions-là. Quand on défend les conditions de travail, on ne peut pas défendre seulement que ça. Il faut défendre les conditions de vie aussi. Quand je défends les services publics, je défends les emplois de mes membres. Quand il y a des coupures, il y a des effets, si on négocie des augmentations salariales et qu'on paye plus cher pour les garderies, pour n'importe quoi, j'ai manqué ma chute à la négociation. Nous, on en fait, et ce n'est pas vrai que c'est une cotisation syndicale forcée. On a des congrès, des orientations. Moi, j'ai des orientations pour avoir un régime universel d'achat de médicaments. On sauverait 1 milliard au Québec, mais non, il y a un lobbyisme beaucoup plus fort des pharmaceutiques parce qu'eux autres, ils font de l'argent avec ça. Puis j'ai ces mandats-là, j'ai des mandats de congrès, de conseil syndical, le sociopolitique chez nous, là, on les a, les mandats. Alors, je vais toujours militer là-dessus. Et je suis inscrite au registre de l'obéissance également. Et puis, je n'arrêterai pas parce qu'on ne peut pas dissocier. Mes membres, ils vivent dans une société et puis ils vivent avec d'autres personnes non syndiquées. Puis moi, je pense, écoutez, moi, mon père était syndiqué chez vous, d'ailleurs, et mon père a milité pour avoir un régime de santé universel. Et puis, je pense qu'il faut le garder comme ça. Et puis, c'était pas parce que c'était au chantier des V-Chip syndiqué de la CSN, c'était pour avoir ça au Québec, puis on a eu ça au Québec. On n'en a pas parlé ouvertement, mais je pense au service public, au service parapublic. On est là-dedans aussi. Là. C'est les négos qui s'en viennent. Et on ne parle plus du tout d'usagers. Je pense que c'est vraiment c'est une perte de sens totale. Et je pense que pendant la négociation collective, ce qui un peu décourage, moi me décourage, je devrais peut-être pas, mais c'est qu'on a perdu le sens des mots et des missions. Quand on parlait des services publics, c'est des services qui sont rendus parce qu'ils ont vraiment une valeur fondamentale pour la société. Donc on les appelait comme ça. Ils étaient pris en charge par l'État à cause de cette valeur-là. Et on parlait donc d'usagers. Et vous trouvez que ça se perd, cette notion-là, dans l'argumentation? On parle de clients. Oui, d'accord. Et je trouve ça très dérangeant de parler de clients quand on parle de services publics. Oui. Parce qu'il y a une relation très consumériste, en fait. Oui, ou marchandisation, oui, c'est ça. Exact. Je suis allergique au mot client dans les services publics. Imaginez-vous, quand je m'en vais à l'aide sociale, pensez-vous que je suis un client? Non, mais ça n'a pas de bon sens. Quand je m'en vais à l'hôpital, je ne suis pas un client, là. Je suis malade. Tu veux pas... moi, je m'en vais m'acheter une pelle. Je suis une cliente. Est-ce que je peux aller dans 2-3 places? Mais quand j'arrive dans un service public, là, je suis obligée d'y aller là, parce que je suis dans la dèche. Alors, c'est vraiment pas... Moi, la notion de client, là, c'est vraiment une notion de la nouvelle gestion publique pour introduire qu'il faudrait les tarifer, ces services-là. Oui. Aux États-Unis, les mesures et les législations qui ont été passées pour rendre la cotisation syndicale volontaire, là, puis ça a fait en sorte, évidemment, que ça devient extrêmement compliqué de maintenir l'activité syndicale parce que quand tu la rends volontaire, tu passes plus de temps à collecter la cotisation qu'à la percevoir selon des mécanismes comme la formule RAND. C'est quelque chose de dangereux, je pense, parce que, surtout au Québec, on a une action sociopolitique qui est assez indépendante de toute partisanerie politique. On ne fait pas à la CSN ou à la CSQ ou ailleurs une action politique partisane en faveur de Québec solidaire, le PQ, Parti libéral serait moins clair, là, mais historiquement du Parti libéral. bon. Et donc, à partir de ce moment-là, l'action sociopolitique s'inscrit dans une perspective qui est tout autre. Ouais. Et je pense que ça pose la question autrement. Moi, il me semble que si vous avez raison, et si les syndicats font un si bon boulot à représenter les membres au niveau de l'action sociopolitique, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils ont si peur à ce que ça soit financé volontairement. Mais je vais vous le dire, moi, pourquoi ils ont peur que ça soit financé volontairement. Parce que la majorité des Québécois ne veulent pas que leur cotisation syndicale serve à d'autres choses qu'à les représenter.
Il y a des sondages sur vous avez des sondages En là-dessus? 2012, sondage, 60 des Québécois croient que les cotisations payées par les syndicats ne devraient servir qu'à la représentation. 12 seulement appuient l'idée que les cotisations syndicales servent à permettre aux syndicats de prendre position sur différents enjeux de société. Et 3 approuvent l'idée que les syndicats puissent contribuer à des partis politiques. Évidemment, le problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle. Eux, ils savent parce qu'ils voient leurs états financiers, mais nous, on n'a pas vu les états financiers des syndicats. Et une des choses, d'ailleurs, je vais vous féliciter, M. Letourneau, pour ça, parce que la CSN a sur son site web, ou avait, je ne sais pas si c'était encore là, a encore ses états financiers. C'est une espèce de drôle de ramassis de 3 ans, un peu difficile à comprendre, qui ne respecte pas les principes comptables généralement reconnus, mais au moins, ils sont là. Alors, moi, je pense que si on savait combien d'argent sur 800 millions est dépensé à représenter les employés versus qui sert à d'autres choses, bien, ça pourrait être une information intéressante à avoir. Écoutez, ce que vous proposez là, ça va tout simplement faire fuir le capital. C'est tout simple que ça. Je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut ouvrir une usine d'aspirateurs au Tennessee en cliquant des doigts comme ça. Et déjà, moi, je dirais que le Québec est une des juridictions les plus pauvres en Amérique du Nord, est une juridiction des plus taxées en Amérique du Nord, une des juridictions les plus endettées en Amérique du Nord, et une des juridictions les plus réglementées en Amérique du Nord, et une juridiction qui est la plus syndiquée presque en Amérique du Nord. Je pense que si vous donnez encore plus de droit aux syndicats, ou de droit à cette information-là. Ça, c'est intéressant. Je ne m'étais jamais penché là-dessus, mais tout ce que je dis, c'est que ça va être tout simplement encore un peu plus pour que le président d'une grande multinationale dise « Bof, pourquoi est-ce que j'irai au Québec? » Il ne faut pas négliger le fait que la négociation collective ne se fait pas seulement en fonction de la capacité de payer d'une entreprise, mais aussi de son désir de payer les employés et aussi en fonction de la compétitivité de cette entreprise-là contre ces entreprises concurrentes qui sont mondiales. Alors, d'ouvrir les livres, je suis un peu de l'avis de M. Pouliot, là, je ne pense pas qu'on va attirer beaucoup d'investisseurs. Alors, si on veut être une population informée qui connaît comment ces grandes entreprises gagnent, comment le président de l'entreprise gagne, puis on veut absolument avoir ça aux dépens des emplois, je pense qu'on est un petit peu trop dans la théorie. Merci. Merci. Madame Martineau? Écoutez. J'en reviens pas à ce que j'entends là. On n'a plus les moyens d'avoir des entreprises qui viennent prendre nos ressources naturelles puis qui s'en vont dans les paradis fiscaux. C'est ça qu'on n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens de payer un négociateur $1,5 million par année pour négocier avec le secteur public. On n'a plus les moyens d'embaucher Mme Robillard à 1 100 $ par jour, plus la demi de sa pension, pour nous dire qu'on est surpayé. mais ça n'a pas de bon sens, c'est ça qu'on n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens de gaspiller dans l'informatique, tous des projets tout azimuts où on envoie des milliards. Alors, moi, je veux qu'on s'attaque. Si on n'a plus les moyens, on va regarder la colonne des revenus. Des revenus dans les paradis fiscaux quand on vient prendre nos ressources naturelles. Notre système de santé, les entreprises ici, ils l'utilisent, hein? Quand les entreprises sont dans le trou, ils ouvrent le livre, puis ils te le montent en négociation. Hein? Mais quand les entreprises font de l'argent, on dit que depuis la crise de 2008, les entreprises n'ont jamais accumulé autant de liquidités. Et c'est complètement opaque. On ne sait pas ce qu'ils font avec ce fric-là. Ce pas les fonds syndicaux de la CSN qui investissent dans les îles Caïmans, là. S'il y a des paradis fiscaux, c'est parce qu'il y a des enfers fiscaux. Oh! Attendez, voulez-vous dire que même dans les États où les entreprises ne sont pratiquement pas imposées, et il y en a beaucoup, ces gens-là ne vont pas vers des abris fiscaux ou des paradis fiscaux Prenons par exemple, je vais vous donner un exemple. Prenons par exemple la situation de l'impôt aux États-Unis. Les compagnies américaines ont des filiales à l'étranger et génèrent des profits à l'étranger. Les profits sont imposés par la juridiction étrangère, disons la France, là, pour prendre un exemple. Et au Canada, une fois que tu es imposé en France, tu peux rapatrier tes profits au Canada et ne pas payer d'impôt. Ça fait du sens. Tu as déjà payé l'impôt en France. Tu n'as pas payé l'impôt 2 fois.
Hein? Aux États-Unis, c'est pas ça qui arrive. Aux États-Unis, la compagnie américaine va payer de l'impôt en France, et quand elle ramène l'argent ici, il est encore imposé. Alors, qu'est-ce que vous pensez que les compagnies américaines font? Ils vont parquer leur argent dans des paradis fiscaux, c'est parfaitement légal. Il n'y a rien d'illégal, là. Mais, alors, pourquoi est-ce que il y a ces inversions-là, la transaction de Burger King avec Tim Horton, là, c'est peut-être une raison, mais c'est vraiment un problème causé par le gouvernement. Je veux juste ramener ça à 2 exemples concrets en droit du travail. Quand on congédie, je parle de Walmart, on congédie les travailleurs du Walmart de Jonquière pour ouvrir pour des raisons financières, et puis on ouvre à Alma le même magasin Walmart, de la même manière avec les couche-tard. On les ferme parce que c'est pas rentable, et on justifie ça par des difficultés financières. Donc je pense minimalement dans ces conditions-là, on devrait avoir accès aux données financières. Et je pense que de manière générale, plus de transparence ne nuirait pas du tout au fonctionnement de la société. Chez nous, on a entrepris beaucoup de réformes. L'important, c'était de se rapprocher de la base, c'est-à-dire d'aller régulièrement prendre le pouls des membres. On a instauré des forums, on a des bureaux permanents à travers le Québec pour être plus près d'eux également. Évidemment, il y a les réseaux sociaux. Dernièrement, on a une application en santé et sécurité que tout le monde, la société va pouvoir le télécharger même si tu n'as même pas besoin d'un 3G pour avoir ça, tu es en plein cœur de bois pour dire est-ce que je suis en santé et sécurité ici d'après la loi de la santé. Donc, on a des services en ligne qui débutent avec nos sections locales. Et puis, évidemment, avec les accords de libre-échange aussi, on a changé nos façons de penser aussi, puis on s'est intéressé anciennement, on s'est toujours intéressé à la solidarité internationale pour aider des confrères, des camarades, si on parle, à se syndiquer, à s'organiser pour avoir de meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, la solidarité, elle est encore là, mais elle a également un autre volet. C'est tous ces accords libre-échange qui font en sorte d'avoir une pression énorme chez les entreprises ici, mais chez la main-d'œuvre également. Ouais. Donc, on a changé. Moi, je pense que oui. Puis, je dis, c'est pas statique. Dans 10 ans, on va encore changer. Les syndicats n'ont pas eu le choix de s'adapter à l'économie de marché mondiale. Ouais. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que les syndicats ont fait des gestes, ont posé des gestes qui ont permis à des entreprises de bien s'en sortir. Maintenant, ce n'est pas des gestes qui ont été faits tout à fait de façon volontaire. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix de le faire, mais il y a certaines entreprises qui sont parties d'ici parce qu'ils n'ont pas pu avoir une flexibilité de la part de leur syndicat. Mais je dois dire que de façon générale, les syndicats se sont adaptés à l'économie de marché dans laquelle on est actuellement. D'accord, merci. Monsieur Pouliot? Clairement, la majorité des travailleurs non syndiqués ne sont pas intéressés à être syndiqués dans leur emploi actuel. Alors, vous voyez, à droite, pas du tout intéressés. 71 pour les gens qui ont... ça, c'est le total. L'autre colonne, 71 en bleu foncé, c'est ceux qui n'ont jamais été syndiqués. Et à droite, ceux qui ont déjà été syndiqués. Donc, 71 ne sont pas du tout intéressés. Et la proportion est encore plus élevée chez les travailleurs du Québec. Donc, au Québec, c'est encore moins qu'on veut se syndiquer. La diapositive suivante parle du choix syndical. Et ce que ça dit, c'est que dans l'ensemble, plus de la moitié des travailleurs canadiens a déclaré que si le choix leur était donné dans leur emploi actuel, ils préféraient ne pas être syndiqués. Et la diapositive suivante, c'est au niveau de la pertinence du syndicat. 5 travailleurs canadiens sur 10 croient que les syndicats sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'ont toujours été. Donc, c'est pas pire. 5 sur 10, mais il y en a 4 sur 10 qui pensent le contraire. Et il y en a 4 sur 10 qui pensent que les syndicats ne sont plus nécessaires. Et moi, je pense que les syndicats ont fait œuvre utile au Québec. Ils ont apporté beaucoup de changements depuis la Révolution tranquille. Mais 50 ans plus tard, je pense qu'ils sont devenus des organisations ancrées dans le statu quo, qui refusent de constater le lent déclin du Québec, qui refusent d'évoluer puis qui ne répondent plus à leur base. Et la raison pour... Moi, je pense qu'il faut que les syndicats évoluent, sinon ils vont mourir.
Et aujourd'hui, ils réussissent à survivre parce qu'ils ont des privilèges que les autres gens n'ont pas, la formule RAND, la déductibilité de la cotisation syndicale, bon, toutes sortes de privilèges qu'ils ne pourront pas garder indéfiniment. Et selon moi, si les syndicats veulent redevenir pertinents, redevenir crédibles, il faut qu'ils soient plus imputables à leurs membres. Il faut que les chefs syndicaux soient au service de leur base. Il faut que la base puisse reprendre le contrôle des syndicats, décider ce qu'on fait avec leur convention collective, avoir des votes au scrutin secret, avoir des syndicalisations au scrutin secret, voir les états financiers. Et avec cette imputabilité accrue, reviendra la crédibilité des syndicats, d'après moi. C'est le temps. Monsieur Letourneau doit bouillir, là. Alors, c'est le temps. Écoutez, c'est quand même pas agréable de se voir lancer des résultats de sondage, malgré tout, plutôt négatifs là, à l'égard des syndicats. Mais je vais peut-être vous surprendre, là, mais moi, c'est un débat qui me stimule beaucoup, notamment depuis que je suis à la présidence de la CSN. Je suis un fervent partisan du renouvellement du syndicalisme. Je suis assez en accord avec le fait qu'on ne peut plus concevoir l'action syndicale comme on la concevait pendant la Révolution industrielle ou même quand on a créé l'État québécois. Bon, une fois qu'on a dit ça et qu'on a fait le lien avec toutes les mutations que le monde du travail a connues ces dernières années et que le rapport même des gens au travail n'est plus du tout le même que mon père avait avec son travail ou que l'ouvrier en usine ou que l'enseignant ou l'enseignante dans les années 50 et 60, il faut se donner les moyens comme mouvement syndical de justement faire ces changements-là et ces adaptations. Et ça, je vais vous avouer que c'est pas toujours simple parce que on est d'abord constitué de travailleuses et de travailleurs qui sont organisés dans des modèles qui datent d'une autre époque ou enfin qui datent d'une époque qui est en train de changer, de se transformer. Et on adresse de nouvelles questions à ces gens-là, par exemple, sur la réalité des travailleurs non syndiqués. Moi, je dis toujours, si on veut assurer la pérennité du syndicalisme au Québec dans les prochaines années, il faut qu'on s'occupe des travailleurs non syndiqués. Et on ne peut pas s'en occuper uniquement en pensant syndicalisation traditionnelle parce que, on l'a dit rapidement tantôt, c'est des modes de syndicalisation aujourd'hui qui parfois sont devenus difficiles à appliquer en fonction des réalités du milieu de travail. Donc, c'est une question qui nous est adressée, mais c'est une question qui doit... Donc, vous êtes d'accord avec M. Pouliot, le statu quo n'est plus possible. C'est-à-dire que le monde et l'économie changent. Les employeurs ne peuvent plus concevoir le rapport au travail et à la production de la même manière. Le mouvement syndical ne peut plus les concevoir de la même manière. Maintenant, ça ne veut pas dire, et là, c'est sur les moyens que je m'entendrai pas avec lui, qu'il faut pour autant mettre en place des mécanismes qui vont affaiblir le mouvement syndical sous prétexte que le syndicalisme est non transparent, que le syndicalisme est décroché de sa base, que le syndicalisme ne représente plus les travailleuses et les travailleurs. Je dirais en deux temps. Dans un premier temps, je vous dirais que l'évolution du droit n'est pas adaptée n'est plus en adéquation avec les réalités contemporaines du travail, déjà. Oui. Alors, le droit du travail, précisément? Oui. Donc, juste un exemple. Quand on parle du droit des relations de travail, on parlait de droit ouvrier, on a parlé de droit du travail, de droit de l'emploi. Maintenant, on entend parler du droit de l'entreprise, du droit des affaires. C'est comme où on met maintenant les relations de travail. Là. On sent bien qu'il y a une tendance. Deuxième chose que je voulais dire, c'est... quand on parle d'évolution du droit du travail en l'occurrence, imaginez un peu les pères de la Constitution quand ils ont parlé des bateaux à vapeur. Imaginez aussi le législateur sous le gouvernement Lévesque quand il a parlé des dispositions anti-briseurs de grève en 1977 et qu'il a parlé de l'établissement bien matériel posé, délimitation physique. Les uns et les autres n'avaient pas du tout imaginé qu'un jour on aurait des bateaux électriques ou à gaz, ou alors n'avaient pas imaginé non plus qu'on aurait Internet. Tout ça pour vous dire que si je reste sur la notion d'établissement, pour moi c'est vraiment une étroitesse d'esprit que de se confiner à l'idée que l'établissement doit être physique. Si je prends l'exemple du Journal de Montréal et du lockout qui a duré plus de 2 ans, on aurait pu concevoir l'unité comme quelque chose d'impalpable, certes, mais comme quelque chose de réel. Et ainsi, on aurait pu permettre aux travailleurs de continuer à faire partie d'une collectivité de travail et former avoir un lien d'emploi réel confirmé. Tout à fait. Oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés maintenant par les syndicats, quel que soit le syndicat. On pense à l'écologie, à l'égalité homme-femme,
aux jeunes, beaucoup aussi, à la conciliation vie privée, vie professionnelle. On a recours beaucoup aux médias sociaux, puis je pense que ça, c'est aussi une manière d'atteindre les jeunes, mais aussi c'est un moyen de mobiliser au maximum les membres des syndicats, mais aussi de mobiliser la population en général. C'est non seulement tout un défi, mais c'est parfois même très compliqué. Et c'est un débat qu'on rencontre tant dans nos syndicats du secteur privé que du secteur public. Et on adresse la question notamment de la participation des travailleuses et des travailleurs à des assemblées générales. Des fois, les taux de participation sont plutôt faibles. Je ne devrais pas dire ça devant nos amis, mais c'est pas grave. Là. Je veux dire, c'est une réalité bien objective avec laquelle l'engagement citoyen-citoyenne n'est jamais évident, donc il n'est pas plus évident dans une association syndicale ou dans un regroupement syndical. Donc, c'est un défi, ça, constant. Et vous l'avez dit un peu tantôt avec la question des nouveaux médias sociaux. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'imaginer de nouvelles formes d'organisation puis de mobilisation à partir des médias sociaux? Moi, je pense que oui. Et ça nous interpelle sur notre façon, parfois un peu vieillotte, de tenir l'Assemblée générale. Moi, la première fois que je suis allé à l'Assemblée générale de mon syndicat, j'avais 27 ans, puis je trouvais que ça ressemblait encore un peu à la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. Non, mais c'est vrai, là. Il y avait un choc, il y avait quelque chose là qui était bâti par une génération qui n'est plus sur le marché du travail aujourd'hui. Moi, la mienne, qui est celle des X, un peu la génération qui est difficile à convaincre puis à rallier, mais j'ai bon espoir que les jeunes qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail, puis les jeunes qui rentrent dans les organisations syndicales, comme le jeune homme l'a expliqué tantôt, vont faire en sorte que le syndicalisme va se forger à leur façon, puis à leur manière, en fonction de leur réalité. C'est eux autres qui vont forger le syndicalisme de demain. C'est ça la bonne nouvelle, là. On n'avait pas les moyens, ou on n'a pas aujourd'hui les moyens de payer ces avantages-là qui ont été octroyés, ces privilèges-là qui ont été octroyés. Avec raison, les syndicats s'accrochent aux gains qu'ils ont obtenus depuis 40 ans. Et aujourd'hui, ils sont des facteurs de statu quo, d'immobilisme, contrairement à ce qu'ils ont été dans le passé. Et non pas des facteurs de progrès social. C'est ce que vous dites, M. Letourneau? Le mouvement syndical a permis à une classe de travailleurs, effectivement, d'améliorer de façon générale ses conditions. Malheureusement, il y a une partie de cette classe des travailleurs qui n'a pas pu en bénéficier autant parce qu'il y a quand même encore 60 des travailleuses et des travailleurs qui ne sont pas syndiqués au Québec. Moi, je dis toujours, est-ce qu'on règle le problème du 60 en attaquant les acquis de ceux qui ont, par exemple, des régimes complémentaires de retraite? Absolument pas. Absolument pas. Vous allez avoir une population vieillissante de plus en plus pauvre si le 40 qui a un régime complémentaire de retraite en a de moins en moins. Donc, on ne règle pas du tout et on n'adresse pas la bonne question, à mon avis, c'est-à-dire comment on devrait travailler à couvrir ceux et celles qui n'en ont pas pour arriver à 65 ans avec un revenu de retraite décent. En fait, je ne pense pas tant pour les syndicats que pour les employeurs que ce soit souhaitable qu'il y ait une syndicalisation individuelle parce que, d'une part, je pense que pour les syndicats, ce serait difficile d'avoir peut-être une cohérence dans leurs actions et pour l'employeur d'avoir plusieurs personnes syndiquées différentes dans son entreprise, ça pourrait amener un lot de problèmes assez importants à savoir qui aujourd'hui va faire la grève, qui la fera pas. L'association de travailleurs et de travailleuses sur une base individuelle qui doit mener à une forme d'organisation collective. Ça, c'est important de l'expliquer. C'est quelque chose avec laquelle on jongle dans la mesure où il y a des secteurs d'activité où on est incapable de syndiquer, je vais donner l'exemple que vous connaissez bien, dépanneur par dépanneur. À un moment donné, ça rencontre ses propres limites. Vous êtes chez Couche-Tard, vous êtes dans la restauration rapide, vous êtes chez McDonald's, vous négociez dans un milieu où il y a un roulement de main-d'œuvre énorme. Est-ce que, dans le fond, on peut imaginer des nouvelles formes d'association de salariés? Je prends l'industrie du jeu vidéo à Montréal, il y a à peu près 40 000 emplois. Il y a à peu près 72 000 employeurs dans cette histoire-là. Conceptuellement, oui, je pense que si l'employé veut se syndiquer de façon individuelle, tant mieux, puis c'est ça qu'il veut. C'est parfait. Maintenant, j'ai un peu de difficulté, moi aussi, à voir comment ça peut se faire et justement, comment est-ce qu'il peut y avoir une action collective si
si tu es syndiqué individuellement, mais conceptuellement, oui, je suis d'accord. Comment est-ce que ça se fait en pratique? Je ne suis pas certain. Toutes les nouvelles formes de travail, comme les nouvelles technologies, les franchisés, les agences de placement. Travail autonome. Oui, c'est ça, tout le travail autonome. Le monde du travail change, le monde syndical doit changer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis là-dedans. Comment on organise l'action syndicale, comment on négocie, comment on représente notre monde, comment on parle à l'employeur, comment on est proche. La proximité également de l'association syndicale et du travailleur, c'est le dialogue avec l'employeur. Écoute, si vous avez une personne de syndiquée au Walmart de Lévis, elle est syndiquée pareil, donc il va falloir que tu jases avec cet employeur-là. L'objectif du Code du travail, c'est justement la collectivité, c'est le travail collectif, c'est la communauté, c'est le terme anglais du mot syndicat, c'est union, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc si l'idée est d'implanter le germe de la syndicalisation, on peut le faire avec l'idée qu'on va, comme M. Letourneau le disait, l'idée étant de développer ensuite un mouvement collectif.